Fidel Arbaoui, il faut donc sauver décidément cette caserne aujourd'hui et les Africains servent une nouvelle fois de chair à canon. Avec vous, nous reviendrons tout à l'heure sur les implications même de cette approche génocidaire israélienne. Est-ce que cela ne traduirait pas d'une certaine façon une certaine défaillance au sein même des forces armées israéliennes, le fait d'avoir recours aujourd'hui aux demandeurs d'asile africains? Mais Henri Atangana, doit-on parler au regard justement de la gravité de ce qui est avancé justement par ce journal israélien, d'un précédent dangereux et inquiétant au moment où les défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui s'inquiètent vis-à-vis de cette démarche israélienne, celle qui vise à avoir recours aux demandeurs d'asile africains qui servent visiblement au regard bien sûr des avancées israéliennes dans la bande de Gaza de chair à canon? Oui, mais j'ai envie d'abord de demander qui est les défenseurs des droits de l'homme. Ben, certaines organisations non gouvernementales qui expriment leur mécontentement et dénoncent d'ailleurs cette approche. Oui, en général, ce sont les défenseurs de l'homme blanc. Hmm. Si vous voulez, moi, je fais le tour de la planète et je vous montre à quel moment ils ne réagissent jamais quand l'homme noir est en difficulté. Je vous disais d'ailleurs que actuellement en Europe, il est très, très difficile pour un noir de gagner un procès contre un blanc. Très difficile. Vous pouvez, c'est-à-dire qu'en fait, le racisme en Europe, européen, est un racisme beaucoup plus soft que celui des États-Unis. Aux États-Unis, c'est clair. Là, ça, c'est clair. Vous vous souvenez de l'affaire O.J. Simpson? Je regardais ça à la télévision, je ne comprenais pas pourquoi ce monsieur ne s'arrêtait pas, puisque la police lui demandait, lui intimait l'ordre de s'arrêter. Et il fuyait. Je ne comprenais pas. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas américain. Vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un, il y a toutes les caméras de télévision sur lui, les hélicoptères de télévision en direct. Il ne s'arrête pas quand la police lui dit de s'arrêter. Si vous n'êtes pas noir américain, avec le passé de l'Amérique et les mentalités, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez dire, mais arrête-toi, explique-toi. Sauf que s'il s'arrête, il sait qu'il a abattu comme un chien devant les caméras de télévision. C'était l'affaire O.J. Simpson, une des affaires que je peux vous citer. Alors là, je veux dire quoi par là? C'est que ces gens qui disent qu'ils se plaignent sont qui? Vous avez là des problèmes entre eux contre eux. Allez chercher de la chair à canon de noirs, ils n'en sont pas pleins depuis la Première Guerre mondiale. Je vais pas revenir sur les exemples que Mme Larbaou a donnés. La Deuxième Guerre mondiale, vous vous souvenez là, au début de l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons chercher les hommes en Afrique, en Ukraine, c'est très très récent. Et là, nous sommes en Israël. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je connais Israël bien. Je suis allé, je ne sais même plus un nombre de fois, dont je sais de quoi je parle. J'ai travaillé avec, en collaboration avec ce qu'il y a de top en Israël, c'est-à-dire les subdivisions de Israel Aircraft Industry, notamment ELTA. J'ai travaillé, j'ai fait du développement avec eux. Je sais de quoi je parle. Quand vous allez en Israël la première fois que vous êtes noir, vous vous dites qu'ils ont connu la Shoah, ça doit être des gens très, très ouverts. La violence du racisme en Israël. Vous savez comment on appelle les Noirs là-bas? Les Noirs juifs, hein, je ne vous parle pas des Noirs comme vous qui demandez l'asile politique. Le Noir qui est juif comme eux. Vous savez comment on les appelle? On les appelle avec mépris des falachas. Je ne savais pas. Hein. Moi, je ne vous dis pas ce que j'ai lu. Je vous dis, parce que je suis allé 20 fois en Israël, j'ai travaillé là. Moi, j'étais reçu. Évidemment, quand vous travaillez avec ce qu'il y a de top de la technologie israélienne, comme moi, on vous reçoit, on vous amène dans un hôtel chic. Moi, déjà, je vous dis tout de suite, si je sortais de l'hôtel et que je reviens, que je ne suis pas en compagnie de blancs israéliens, les gens se demandaient, mais comment un noir peut être dans un hôtel comme celui-là? Et à l'entrée de l'hôtel, on me disait déjà, monsieur, vous êtes là, quelle est votre chambre d'hôtel? Montrez votre carte à l'entrée de l'hôtel, parce que vous êtes noir. Aussi simplement que ça. Un hôtel chic, on ne voit pas un noir entre dedans. Alors, quand des noirs vont mourir pour ça, il y a quand même un moment où on devrait se poser des questions nous-mêmes.
C'est-à-dire que dans un pays où tu es autant méprisé, je vous dis, si vous allez en Israël, vous êtes... Moi, je ne sortais pas chaque fois que les gens me disaient, mais allons boire un verre, c'est non. Quand j'ai pris conscience de tout ça, je venais, je travaillais, je repartais. Bon, évidemment, moi, quand je devais sortir, j'étais entouré d'Israéliens, des cadres, Israël du Sud, c'est comme le ministère de la Défense. Et comme Madame Larbaoui vous a dit, c'est un pays armé. Donc, ils sont au top. Évidemment, quand vous êtes en compagnie d'eux, il n'y a pas de souci. Que vous êtes noir. Alors, je peux vous raconter des anecdotes que j'ai eues là-bas. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. On resterait toute la journée. Moi, la question que je repose, est-ce que c'est le manque de connaissances qui nous fait agir comme ça? Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va demander l'asile politique en Israël. On quitte des pays qu'on devrait construire, c'est-à-dire l'Afrique, où il y a tout à faire. On refuse de construire là et on va demander l'asile politique pour balayer des rues d'autres pays, parce que c'est à ça que ça sert. Et là-bas, quand on a besoin de chair à canon, on vous dit, ben venez, on vous donne des fusils, on va vous donner des avantages. Quel avantage vous voulez avoir quand vous êtes allé au front à la guerre? D'abord, une fois sur deux, vous revenez traumatisé. Si vous revenez vivant, si vous n'êtes pas amputé parce que vous avez pris une balle, vous savez, on ne ressort pas d'une guerre indemne. Quand vous avez tiré, abattu des personnes, vous avez décapité des gens à l'arme, vous avez tiré, vous avez vu comment la balle pénètre un homme, explose sa tête. Vous croyez que vous remettez là indemne? Non. Et si vous-même, vous n'avez pas perdu une main, un pied, vous savez, vous avez vu les photos de ceux qu'on appelait les gueules cassées, qui n'étaient pas les noirs, mais qui étaient les blancs qui revenaient de la Première Guerre mondiale. C'était l'horreur, c'est l'horreur. Oui. Mais la faute à qui, Henri, dans un tel contexte? La faute à ceux qui se présentent comme étant des demandeurs d'asile et qui se font massivement recruter avec la promesse de l'obtention d'un statut de résident permanent, ou alors la faute aux dirigeants qui ne mettent pas suffisamment en place les politiques nécessaires permettant justement à ceux-là de ne pas s'y rendre, mais de développer leur pays? Première faute, c'est à nous-mêmes, parce que nous n'apportons pas assez de connaissances aux Africains. Je vous dis, moi-même, quand je vais en Israël la première fois, je n'imagine pas qu'il peut y avoir autant de violence, de racisme en Israël. Je vous dis, c'est d'une violence que vous ne soupçonnez même pas. Et on les appelle des falachas. Comme ça qu'on l'appelle, on vous appelle quand vous... Là, je vous parle déjà du noir juif, hein. Je ne vous parle pas du noir immigré. Bah, s'il y a tant de mépris pour le noir juif, est-ce que vous imaginez le mépris qu'on peut avoir pour un noir qui n'est pas, qui est juste un demandeur d'asile? J'étais surpris. Je vous parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu. Je ne peux même pas compter le nombre de fois que j'y suis allé en Israël. Et là, j'étais dégoûté. Quand j'allais, je travaillais, je restais à l'hôtel, je ne pouvais pas sortir boire un café ou dans un restaurant. Au début, je suis allé. Je ne vais pas vous raconter les anecdotes que j'ai eues, hein, parce que, pour que les gens comprennent bien. La première fois, on va dans un des restaurants les plus chics de Tel Aviv, avec le directeur général de la structure, qui est une structure militaire, parce que j'ai fait du développement dans le militaire, en électronique militaire. Donc, un restaurant très chic, avec à l'extérieur, on nous installe dehors, avec sur la première, voilà, un très bon restaurant. Et je suis là avec, je suis avec des blancs. Bon, évidemment, on me présente. Évidemment, quand on me présente, c'est respect. Non, c'est la première fois, parce que c'est pour que je mange par l'hôtel. Donc, je leur dis, OK, je reviendrai chez vous demain. Le patron, parce que c'est le patron même qui venait nous servir. Il me dit, pas de souci. Quand je suis revendu, je suis venu 2 jours après, il m'a appelé, il ne me reconnaissait pas. Je lui ai dit, je vous ai dit que je viens demain. Ben, le mec n'a pas voulu me servir seul. Et comme je lui ai expliqué qui j'étais, il a quand même accepté de me servir dans ce restaurant-là. Mais on m'a amené loin au fond de la salle, à côté des portes des toilettes.
Ouais, je vous parle du vécu. Je ne vous parle pas d'histoire que j'ai lue dans un roman. Alors, je vous pose la question. Vous dites à qui la question? Nous-mêmes, les gens devraient savoir. Vous ne pouvez pas quitter le chez vous pour aller balayer une rue en Israël, balayer les rues chez vous. Vous ne pouvez pas quitter chez vous pour aller travailler, apporter votre contribution au développement d'un pays, alors que vous-même, vous ne le faites pas. Et il y a une partie de nos gouvernants aussi, mais nos gouvernants qui les choisissent. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous ne leur demandons pas d'organiser à l'intérieur de nos pays le travail. C'est pour ça qu'on va voter. Mais en général, les gens ne s'en occupent pas. C'est aussi à cause de la colonisation qui a fait qu'on a tué tout le monde qui voulait l'indépendance. On a mis des gens qui n'en voulaient pas. Et ces gens qu'on a mis ne se contentaient que d'avoir leur salaire et de donner des signes, des contrats aux Blancs. Et les autres se demandaient quoi faire. Et en se posant ces questions, ils ont commencé à vouloir aller à l'extérieur. Ils se disent parfois, pourquoi rester assis à ne rien faire alors que je peux aller être balayeur de rue en Europe. Bon, maintenant, c'est corrigé maintenant au Cameroun. C'est corrigé. Parce que le kilo de cacao au Cameroun, c'est 6 000 francs CFA. Vous ne vous imaginez pas ce que c'est que ça. 6 000 francs CFA. Quand j'étais petit, le kilo de cacao, mon grand-père vendait le kilo, on lui achetait le kilo de cacao à 150 francs CFA. Le niveau de vie du cultivateur camerounais a explosé. Avec un seul petit hectare, M. Nguyen, de cacao, un seul petit hectare, vous avez en moyenne 400 000 francs CFA par mois de revenus. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus de raison d'être dans une fonction publique. Vous avez 2 récoltes par mois au Cameroun. Et je parle surtout de ceux, la majorité des personnes qui sont en ville. Et qui, dans les villes, je parle bien du Cameroun, je ne parle pas du cas où ça n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? C'est que M. Paul Biya a enlevé ce qu'on appelle la caisse de stabilisation des produits de base, de façon à ce que le prix du cacao à l'international soit automatiquement répercuté aux consommateurs. Personne n'en parle dans les médias. Personne n'analyse la révolution qu'il y a là. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est encore la même chose. C'est-à-dire qu'avec on leur achète le cacao autour de 800 000 francs CFA, alors qu'il est vendu vers 6 000 francs à l'international. On pourrait faire tout un débat pour expliquer pourquoi. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de raison aujourd'hui que quelqu'un traîne dans les rues de Yaoundé. Je parle bien de ceux qui ont la majorité des Camerounais, 80%, sont fils de cultivateurs et ont abandonné les champs de cacao dans les villages. Voilà. Leur niveau de vie est boosté, mais on n'en parle pas. Donc il y a un travail des politiciens. Je dis, monsieur Biya, en fait, les gens disent souvent que je le supporte. Moi, je n'ai jamais travaillé pour le RDPC, je n'ai jamais travaillé au Cameroun. Mais je constate les faits. Il y a nous, les intellectuels, qui n'ouvrons pas, on n'explique pas aux gens ce que c'est que le monde. On ne dit pas aux gens, mais le monde où vous voulez aller, voilà ce que c'est en réalité. Il y a les politiciens, il y a les électeurs qui ne votent pas pour monsieur Nguyen, est-ce que vous rappelez que le numéro 2 à la dernière élection présidentielle, c'est quelqu'un qui était sorti publiquement et a dit que son modèle politique, c'est Alassane Ouattara. Comment il a fait pour être numéro 2 après une déclaration comme ça? Si à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, il a le pouvoir, For You Media n'existe plus. Bah oui, il faut prier le bon Dieu pour que ce soit un panafricaniste si Paul Biya ne se présente pas. Parce qu'il ne va même pas attendre il ne va pas attendre que Macron lui dise, hein. Si nous avons Ouattara ou M. Talon, le lendemain, il ferme For You Media et nous, on va et il va dire à Macron, voyez, ces gens-là, ils vous cassent les pieds et on a fermé ça. Il n'y aura plus qu'à demander à M. Ibrahim Traoré de nous donner des passeports à nous, les panafricanistes. On ne sait jamais où on va devoir se retrouver. Voilà, pour sortir, Henri. Voilà. Donc, je voulais dire que c'est pour sortir sur ce sujet d'appel, que c'est nous-mêmes qui acceptons ça. On devrait un peu mieux connaître le monde et ne pas accepter que quelqu'un arrive d'aller travailler pour développer les pays des autres et se faire utiliser comme chair à canon. Travaillons pour développer nos propres pays. Tu peux être dans ton pays et tu dis, qu'est-ce que je produis? Je travaille quoi dans mon propre pays pour produire? Parce que vous n'allez, ça n'existe nulle part une immigration qui a développé le pays d'origine des immigrés.
Demandez à Madame Larbaoui qui est algérienne. Il y a eu toute une immigration, qu'on a dit maghrébine, qu'on dit maghrébine en France. Il y a eu l'immigration des Noirs dans les usines Peugeot, Renault et tout ça. Et en Allemagne, vous avez entendu parler, on les appelle pour venir développer parce qu'il manque la main-d'œuvre, la population est vieillissante. Ça n'a jamais rien apporté à l'Afrique. Je sors par là, merci. Merci à vous.